Je vais donc laisser la parole au professeur Mouton, qui, vous verrez, a une très grande gentillesse, une très grande disponibilité, et surtout, alors vous me dites si je me trompe, mais qui a fait sa thèse sur le sujet, et qui a eu comme directeur de thèse une personne que j'ai déjà fait intervenir, qui s'appelle Michel Fixot. Je ne sais pas quel est son état de santé aujourd'hui. Ah bon, parce que je savais qu'il avait un problème il y a 2 ans. Ah bon, ben vous transmettrez mes amitiés. Donc le professeur Fixot qui a énormément travaillé dans notre région, mais pas sur Venelle. Monsieur le professeur, je vous laisse. Merci beaucoup. Vous avez un micro là ou celui-là, c'est à vous de voir. Oui, alors ce que vous avez dit ne m'a pas porté à rire du tout, mais le rapport en question, mais ça fait partie du travail, et c'est comme ça que ça marche, quoi. On demande à quelqu'un qui connaît, bon, ben, il dit ce qu'il sait, et ce qu'il sait, bon, il y a rien d'extraordinaire là-dedans, c'est tout à fait normal. Parce que les autorités ne peuvent pas prendre de décisions tous azimuts si quelqu'un... Et d'ailleurs, vos actions là sont très bien pour ça. Hein. Il faut qu'il y ait des gens qui s'intéressent, parce que si personne ne s'intéresse, bah, il ne se passe rien. C'est tout à fait logique. Bon. Là, je vais vous parler... Alors, n'ayez pas peur, je vais vous parler de Venelle, bien sûr, mais je vous dirai de Venelle ce que j'en sais. Alors, je dirais ce qu'on en sait. Vous allez voir que c'est assez peu de choses, mais c'est normal, puisque, de toute façon, à Venelle, en tout cas au Castelas, il n'y a jamais eu de fouille de fait. Donc, c'est tout à fait... Alors, le site est très net. On comprend quand on a un peu l'habitude. Je vais vous montrer un certain nombre de choses, mais je vais d'abord vous parler de ce qu'on connaît mieux, c'est-à-dire un certain nombre de sites qui ont été fouillés. Et d'ailleurs, vous êtes dans une situation intéressante où on sait qu'il y a un site, on sait à peu près de quoi ça parle, mais bien malin est celui qui pourrait dire ce qu'il y a dessus. Enfin, dessous, mais en fait, c'est dessus quand même. Ça, c'est toujours la surprise. On peut toujours faire des efforts d'imagination, mais on sait qu'à la fouille, ce qu'on trouve n'est jamais ce qu'on croyait trouver. C'est ce qui fait d'ailleurs une grande part de l'intérêt de la chose. Hein. Si on savait ce qu'on allait trouver, ce serait un peu idiot d'aller faire des trous pour si peu. Alors là, je vais donc vous montrer, bon, effectivement, c'est le sujet sur lequel j'ai fait ma thèse au siècle dernier. Bon, je ne sais faire que ça puisque je continue sur le même sujet. Alors, vous voyez que j'ai intitulé ça « Archéologie des châteaux précoces ». Si vous voyez, enfin je vais vous montrer à la fin mon livre, j'ai oublié d'amener l'exemplaire, enfin c'est la publication de ma thèse où c'était les mottes castrales. Bon, je préfère ne plus utiliser cette expression, étant donné que ça donne lieu à des débats complètement stériles avec des collègues qui disent qu'une motte, ça doit être un tas artificiel, tout en terre, etc. Alors qu'ici, il n'y a jamais de butte artificielle, puisqu'il y avait des buttes partout, ils se mettaient sur des reliefs naturels. Bon, motte ou pas motte, le mot importe peu. Ce qui est important, c'est ce que c'était et ce que ça représentait, comment ça fonctionnait, pour le peu qu'on arrive à en savoir. Hein. Bon, quand on fouille, on trouve ce qui reste. Et donc, il nous manque beaucoup de choses. Mais quand même, vous allez voir qu'on trouve pas mal de choses quand même. Hein. Alors, il se trouve que j'ai fait pas mal de prospection dans le coin pour ma thèse sur, en particulier, ce versant de la vallée de la Durance, de Venelle jusqu'à Malmort, où il y a un site, en fait, tous les 3,5 km. Bon, ça fait beaucoup, hein. Bon. Mais pour bien faire, pour savoir s'ils étaient contemporains, ce qui n'est pas du tout évident, il faudrait tous les fouiller. Alors là, rendez-vous au siècle prochain aussi. Hein. Bon, donc il faut faire des choix, ça, il n'y a rien à faire. Mes choix se sont portés, bon, pour un tas de raisons, mais des fois par facilité. Pourquoi je n'ai pas été dans les Hautes-Alpes? Parce que c'est trop loin, tout simplement. Mais
Pourquoi dans les Bouches-du-Rhône, c'est très urbanisé, donc il y a beaucoup de sites qui ont disparu, etc. Donc il faut choisir les endroits les plus favorables, quoi. Donc c'était plutôt la vallée de la Durance moyenne, quoi. Donc je vais vous montrer ce qu'on trouve, ce qu'on cherche d'abord, ce qu'on trouve. Alors le château, déjà, il faut bien se mettre dans la tête une chose, c'est que on pense château, oui, bah, je connais des châteaux, des ruines, des donjons, etc. On en voit partout, hein, en France, en Europe, bon, et pas qu'en Europe. On ne voit que le bâtiment. Or, un château, c'est d'abord un territoire. Hein. Il y a une autorité locale, souvent, qui domine un territoire où il y a une production économique, souvent agricole, mais pas toujours, des fois c'est des mines ou des choses comme ça. Il y a une production, il y a une richesse qui est créée, et il y a une population qui vit là. Et il y a quelqu'un qui dirige ça, et qui évidemment en vit aussi. Bon, il prélève des taxes, etc. Il dirige tout ça, voilà. Le seigneur, petit, grand, etc., aristocratie, bon. Donc c'est le territoire, et puis il a son habitat, souvent un peu fortifié, pas toujours très fortifié d'ailleurs, mais surtout très symbolique. Hein. Des fois, c'est juste pour en mettre plein la vue et pour asseoir l'autorité, quoi. Hein. Donc, il faut garder ça en tête pour voir les choses pour interpréter les choses que l'on découvre. Bon. Donc, je vais commencer par un certain nombre, enfin quelques sites, hein, parce que une fouille dure plusieurs années. Enfin, quand on dit année, c'est 5 mois, 5 semaines, 5 semaines par an. Et après, tout le reste de l'année, c'est exploitation de ce qu'on a trouvé, plus les publications, etc. Et donc, une fouille dure 3 ans. Celle où je suis actuellement, ça va faire... Enfin, ça sera 6 ans, mais on n'aura peut-être pas fini, etc. Donc, tout ça est assez long. Hein. Bon. Mais enfin, ça attend depuis 1000 ans, ça peut bien attendre quelques années encore. Alors, le premier site que je vais vous montrer, c'est Niozelle. Alors, Niozelle, c'est entre La Brianne et Fort-Calquier, hein, pour vous situer. C'est un site qui avait été repéré. Alors, je dis ça parce que c'est le cas ici aussi à Venelle. C'est un site qui avait été repéré par une étudiante qui avait remarqué dans des labours de la céramique qui traînait un peu. Bon, elle avait montré ça à son professeur. Ah, ça, c'est de la céramique médiévale, etc. Bon, voilà. Donc c'est souvent comme ça que ça marche. Hein. On voyait bien qu'il y avait une butte, mais enfin, elle aurait pu être naturelle sans plus. Avec toute la céramique qu'il y avait là, bon. Et au Castelas de Venelle, il y a aussi de la céramique qui se promène. Donc c'est déjà un indice. On fonctionne au départ sur des indices. Il faut bien avoir quelque chose. Alors, voilà, vous voyez ce terre-plein, là, cette pelouse-là, c'est en haut d'une colline. Et puis, il y avait ce terrain plat. Bon. Et la céramique qu'on trouvait, c'était juste en contrebas, à 5-6 mètres plus bas, dans un champ autour. Voilà. Et donc, on creuse. Hein. On creuse la question, c'est le cas de le dire. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve? Alors, là, je vous le mets dans l'ordre où on l'a trouvé. C'est-à-dire que nous, évidemment, on commence par le dessus et puis on descend. Alors c'est sûr que nous, on descend, on détruit. Hein. Donc déjà, il faut enregistrer, photographier, faire les plans, les dessins, les prélèvements, etc., toute la carte. Bon. On fait la carte même des clous qu'on trouve, etc. Enfin bon, donc on prend le maximum de renseignements parce qu'après on enlève. Hein. Bon, donc ici, qu'est-ce qu'on a trouvé? Alors on a trouvé là, j'ai l'habitude de dire, si vous voulez, quand vous voyez une ruine dans la campagne avec un château, etc., pour moi c'est trop récent. Moi je travaille sur les châteaux d'avant. Il se trouve que celui-ci, il avait quand même l'allure, c'est celui qui était tout de suite, je vais vous le remontrer sur la page de garde. Lui, il a une allure de château quand même assez... Bon, il y a un donjon, alors on voit bien ici, vous voyez la tour. Il y a une enceinte... Ah, faut pas que je me trompe de bouton là, parce que... Il y a une enceinte polygonale,
autour, vous voyez, et entre les deux, il y a des petits appentis en bois où c'était les activités domestiques. Bon, là, ça a été abandonné c'est en 1031, parce qu'on a un texte d'une donation à Saint-Victor de Marseille, etc. Et ça a été abandonné. Probablement que le seigneur est allé de l'autre côté où il y a un château plus récent qui est en ruine, mais enfin de l'autre côté de la commune. Et donc tout a été abandonné sur place. Donc 12 442 tessons de céramique, par exemple. C'est le nombre exact parce qu'on les lave un par un, on les marque un par un et après on essaie de les recoller. Donc ça a duré 2 ans à peu près de travail. Bon, 250 kilos d'os, de déchets de nourriture. Donc qu'est-ce qu'ils mangeaient, qu'est-ce qu'ils élevaient, donc, etc. Voilà. Donc là, ça a déjà une allure de château, hein, avec son donjon. Mais on a trouvé autre chose avant. Enfin, autre chose qui s'est passé avant. Donc voilà ce que vous avez vu tout à l'heure. Donc c'est une restitution. Alors le plan est rigoureusement exact. Inutile de vous dire que pour les hauteurs, je n'en sais rien. Bon, enfin voilà, c'était haut. C'est un donjon. Il était même peut-être plus haut que ça. Bon, là, on a restitué à peu près une petite dizaine de mètres, mais ça peut faire 15-20 mètres. Hein. Bon. Enfin, on n'en sait rien, de toute façon, donc c'est pas la peine de... Parce qu'il y a les choses que l'on constate, les choses qu'on déduit, puis après les choses qu'on imagine, mais là, il faut quand même se calmer, parce que sinon, on invente et après, c'est pas bon, quoi. Alors, voilà le reste du rempart. Bon, la photo n'est pas bonne, mais le rempart, un foyer. Donc, on a quand même les matériaux. C'est pour ça que je sais comment étaient les murs, le mortier, etc. Bon, alors, par contre, ici, c'est la tranchée de fondation de la tour. La tour a été entièrement démontée au XVIe siècle. Ils ont eu la bonne idée de perdre une monnaie à ce moment-là, donc ça nous renseigne. Bon, probablement pour construire la ferme qui est en dessous, bon, ils allaient chercher les matériaux où il y en avait, les pierres directement taillées, donc ils ont pioché là-dedans. Par chance, pour nous, ils ont démoli complètement la tour, mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est dans un angle, alors c'est pas cet angle-là, c'est celui qui est par là, dans l'angle, il y avait une pierre posée à plat qu'ils ont arrachée, ils ont dû mettre 1 ou 2 coups de pioche, et puis ils sont partis. Bon. Nous, quand on a fouillé, je me rappelle, il y a une étudiante qui me dit, mais là, je trouve des morceaux, c'est tout le même pot, ça. C'est exactement la même couleur de tesson, etc. Ben, je l'ai fait voir, bon, là. Et en fait, il y avait un pot, effectivement, dont la partie inférieure, la moitié inférieure, était encore enfoncée dans le sol, dans son petit trou, et dedans, une monnaie. Alors ça, c'est quand même assez jouissif pour un archéologue. La monnaie qui va bien, c'est-à-dire qui nous donne une date, et qui était en cohérence avec les 14 monnaies qu'on a trouvées sur les sols aux alentours. Et c'est une monnaie, c'est un denier du Puy. Alors quand je dis une monnaie, j'exagère un petit peu parce que c'est un quart de monnaie. Hein. On trouve des demi-monnaies. Et visiblement, les demi-monnaies circulaient. C'est un denier. Un denier, ça fait 1,2 cm, 1,3 cm de diamètre, c'est en argent. Il n'y avait que ça. Et l'obol qui fait la moitié. Probablement qu'il n'y avait pas d'obol disponible, paf, ils coupaient en 2. Alors là, ils ont coupé en 4, mais ça, c'est comme ils savaient que c'était définitivement immobilisé, ils ont dû dire on va y aller doucement quand même. On peut imaginer une espèce de cérémonie de fondation, bon, il y a déjà un coup d'eau bénite, etc. Bon. Enfin, nous, on voit ça sous un œil un peu plus terre-à-terre, c'est la datation, quoi. Hein. Bon. Donc on est juste avant l'an 1000, on est vers 980, 990, quelque chose comme ça. Donc vous voyez le pot en question là, enfin la base du pot, mais on a tous les morceaux. C'est lui là, le voilà. Alors la vaisselle, voilà la vaisselle de l'an 1000 en Provence.
le pot, ce qu'on appelle le pot à bec ponté, vous voyez, ponté parce que c'est un peu comme les pots pour les glaçons, pour le pastis. Hein. Il y a le truc qui retient pour pas que le morceau tombe dans le verre. Là, c'est un peu la même chose. Ils faisaient beaucoup de bouillon, par exemple. Ils cuisaient la viande, ils explosaient les os à moelle. Et donc, ils devaient verser le bouillon. Et puis, pour pas que les morceaux tombent, il y a ce petit bord qui retient, quoi. Ça, c'est le même. Alors, celui-là, il fait 6 litres et demi. Celui-là, il fait 2 litres et demi. Parce que là, les échelles sont pas respectées. Ça, c'est le pot qu'on appelle à bord à bandeau. Donc, c'est un grand classique du genre. Vous voyez, les fonds sont toujours bombés comme ça. Hein. C'est une caractéristique, disons, des alentours de l'an 1000. Ça, c'est une bouteille, en fait. Hein. Mais on n'en a que la moitié. Avec son goulot, avec bec verser. Et puis, ça, alors, par contre, ça, je ne l'ai trouvé que là. Alors, à tous les coups, ça sert à faire des fromages, hein, on voit bien. La jatte en dessous, il y a exactement les mêmes qui ont été fabriqués du côté de Saint-Nectaire, alors là, c'est dans le Massif central, hein, jusqu'au 19e siècle. Les mêmes exactement. Par contre, le couvercle dessus, enfin, cette espèce de faisselle, j'en ai jamais retrouvé sur d'autres sites. Bon, voilà, c'est une particularité. Alors, peut-être que c'était quelqu'un qui savait faire ça, qui avait ramené ça d'ailleurs, enfin j'en sais rien, hein, on ne sait pas. Alors évidemment, il jouait aussi, enfin ceux qui habitaient dans le château jouaient, hein, tout le monde ne devait pas jouer. Hein. Et donc c'est un jeu de marelle, c'est genre morpion, hein, on met des petits cailloux qu'il faut aligner, etc. Ceci a une particularité, c'est une grosse pierre qui fait 60 cm à peu près, non, c'est costaud, et en fait c'est une stèle néolithique. On voit ça, ici on devine, vous voyez, il y a des espèces de chevrons. En lumière rasante, on les voit. Donc c'est une pierre néolithique qui a été récupérée dans la vallée sûrement, et qu'ils ont monté là pour installer leur table de jeu, quoi. Pointe de... ça c'est carreau d'arbalète, ça c'est une flèche d'arc, ça c'est ciseaux. Récemment, ça servait encore, enfin maintenant c'est des tondeuses électriques pour tondre les moutons, mais ça servait de ciseaux, ça servait sûrement à couper et tout. Hein. Voilà un denier, denier d'Arles celui-là, un demi-denier, denier de Limoges, une petite bague, enfin un morceau d'une bague en bronze, assez joli, ça fait luxe quand même. Hein. Bon. Enfin là, c'est toujours du luxe très relatif. Hein. Qu'est-ce qu'il mangeait ? Donc là, il y a les archéozoologues hein, qui prennent tous les os, ils trient, ils comptent, etc. Ils mesurent, etc. L'âge des bêtes, etc. Et donc là, ils mangeaient majoritairement mouton ou chèvre, parce que quand ils n'ont pas la tête, ils ne savent pas distinguer. C'est curieux, parce qu'on trouve que l'animal, ça ne se ressemble pas tellement. Ils ne savent pas distinguer la chèvre du mouton s'ils n'ont pas la tête, avec le squelette. Et de la vache, et puis je passe évidemment sur les animaux de basse-cour qui sont assez minoritaires, mais enfin, la poule, le canard, l'oie, etc. Bon. Là, il n'y a pas d'ours, mais assez souvent on trouve de l'ours, il y en avait partout des ours. Puis il les chassait évidemment pour la fourrure. Hein. Alors, en dessous de ce château, on a trouvé ceci. C'est une grande maison, ça fait 10 mètres de long, hein. 10 mètres de long par 4 mètres et quelques de large, avec peut-être derrière un escalier qui sert à monter à l'étage. Et là, par contre, c'est vraiment strictement en dessous de ce qu'on a vu précédemment. Hein. Avec 2 foyers comme ça, là, par terre, quoi. Bon. Ici un petit appentis, là 4 gros trous de poteaux, alors des trous de presque 45 cm de diamètre, 80 cm de profondeur. On voit une construction costaud là. Hein. Et donc ça c'est probablement un grenier, hein, ce qu'on appelle un grenier sur poteau, quoi. Dans la restitution, j'ai restitué un gerbier, ça revient au même. Hein. On met les gerbes et puis après il moissonnait le blé assez vert et après ils extrayaient le blé au fur et à mesure. Bon, c'était notre méthode.
avec un petit silo ici tout petit, avec 3 trous autour. On imagine sans problème 3 poteaux et puis des planches pour éviter que les animaux aillent fouiller dans le silo, parce que c'est quand même la réserve de grains. Voilà, donc là on est quand même dans quelque chose qui fait assez ferme, quoi, agricole. Alors attention, hein, les fermes de l'époque c'était des cabanes. Hein. Donc là c'est déjà une grande maison, elle est au même endroit, elle est perchée, c'est construit en dur. Hein. Donc on a trouvé une épingle en bronze à l'intérieur et tout, donc c'était déjà un peu luxe quand même. Hein. Mais alors ça date de quand ça? Juste avant. Je n'arrive jamais, pour l'instant, à remonter plus tôt que 975 à peu près. Tous ces petits châteaux-là, ça commence et ça prolifère vraiment à partir du dernier quart du Xe siècle. Avant, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas trop. Hein. On ne sait pas trop, mais ça vient parce que j'ai un étudiant qui s'y est attelé. Là, il est en train de sortir la fameuse céramique du 9e siècle qu'on cherche depuis des années. Ça y est, il en a. Bon. Donc, comme quoi, tout avance. Hein. Mais ça, c'est dans le Var. Voilà ce que ça pouvait donner. Hein. Alors, un étage, sans doute, c'est des pierres qui sont maçonnées à la terre. Hein. Tandis que le château, donc quand ils ont arasé ça, hein, ils ont arasé ça et ils ont construit le château que vous avez vu avant, alors là, en pierre et mortier. Et d'ailleurs, étant donné qu'eux n'avaient pas les pelles mécaniques et les bulldozers, ils avaient tendance à n'enlever que ce qui les gênait, mettre un bon coup de terre par-dessus et se réinstaller par-dessus, ce qui fait que ça conserve. Et donc là, on a trouvé tout le chantier de construction de la tour et du rempart polygonal, les fosses de gâchage de mortier, etc. Donc ça, c'était avant. Avec même une pierre, ils ont installé une fosse de gâchage de mortier sur le sol dans la tour au mois de septembre. Parce que j'aurais préféré savoir l'année, mais bon, j'ai le mois. Parce qu'il y a un carabe, une larve de carabe qui est allée s'installer sous la pierre. Après, il y a eu du mortier dessus, bon, donc du coup, il n'a pas pu sortir, mais il s'est quand même développé pour mourir. Et donc, un entomologiste m'a dit, c'est pas possible autrement. La larve est venue juste en septembre, c'est comme ça. Bon, d'accord. Ça a dû se passer vers donc 970, 980, mais ça dure très peu de temps. Très peu de temps. Voilà, donc vous voyez, sur une butte, ça domine une petite vallée. C'est la vallée qu'on prend quand on va de la Brianne à Fort-Calquier. Alors, ça peut être absolument minuscule. Ici, par exemple, c'est un site qui s'appelle La Moute, à Valençol, qui est exactement à l'angle de la vallée de l'As et de la vallée de la Durance. C'est vraiment pile au-dessus, là. Et ça fait 10 ou 12 mètres de long. Il y a un petit fossé. Le fossé, il fait 1,80 m de large. Vous mettez une planche, vous passez. Hein. Bon. Mais quand même, c'est désigné dans les textes comme castrum, c'est-à-dire château, et le territoire, c'est un des rares sites où on a le territoire. Parce qu'il y a eu un conflit entre le propriétaire qui était un seigneur de la région et l'abbaye de Cluny qui était propriétaire de tout Valençol, et comme il y a un conflit, il y a un moment où on met cette terre commence à tel endroit, etc. Bon. Et du coup, on a le territoire en question qui fait 16 km², c'est déjà grand. Hein. Bon. Et donc ça fait, alors ça serait maintenant, je rajouterais un étage quand même. Bon. Enfin là, il y a un étage en fait, mais à mon avis, c'est pas assez. En tout cas, on dirait un petit cabanon provençal. Hein. Bon, mais ça, on est dans le premier quart du XIe siècle. Alors là, encore une fois, hein, alors là, cette espèce de terrasse avec les poteaux, elle y était. Hein, et c'était ouvert au sud. Hein, ça c'est sûr. On l'a très bien vu à la fouille. Et puis le reste, c'est une espèce de petit rempart. Enfin, tout ça est très minuscule. Ça a été assez peu occupé. Et le propriétaire qu'on connaît, qui est le père de l'abbé de Lérins, etc., enfin, c'est pas n'importe qui, lui, il n'habitait pas là.
Hein, il était seigneur de Romoul d'ailleurs, bon, et c'est de la famille des évêques de Riez, tout ça. Bon, donc il n'habitait pas dans un petit machin comme ça. Donc il est évident que là, il avait dû mettre ça en garde à 1 ou 2 soldats qui vivaient là, et puis voilà. Hein. Mais par contre, là, vous voyez et vous êtes vu de Ganagobi, Manosque, la Roque de Volx, etc. Toute la vallée vous voit là. Hein. Donc, ça affirme un pouvoir, quoi. Hein. C'est voir et être vu surtout. Hein. Des fois, ça a des aspects complètement bizarres. Ici, ça c'est près de Digne, à Gobert. Gobert, si vous prenez le petit train de Digne, là, il passe là-bas au fond. Là. Donc ça, c'est un rocher, un gros rocher. Et il y a des trous de poteaux. Il y a plein de trous de poteaux. Il y en a plus d'une centaine. Et par endroits, on voit des marches, etc. Bon. Et là, donc vous voyez les trous de poteaux ici. Voilà. Ici. Non, c'est là. Là, il y a une pièce. Bon, vous voyez la pièce. Il y a une banquette pour s'asseoir là. La porte est là. Et on arrive par ici. Il y a toute une série de trous de poteaux. Donc, on voit bien qu'il y avait une coursive sur un plancher de bois, quoi, suspendu au-dessus, pas du vide, mais enfin dans la pente. Et on faisait le tour et hop, on arrivait là. Mais il avait fallu déjà passer plusieurs obstacles avant d'arriver là. Et donc, on trouve au pied de ce relief, on trouve de la céramique qui va bien autour de l'an 1000, etc. Donc, vous voyez, alors là, on fait les relevés très précis de tout ça. Là, il y a une partie avec ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'extrémité, c'est un petit grenier, en fait. Et puis, vous voyez les trous de poteaux. Donc, la banquette, elle est ici. On voit des trous de poteaux ici parallèles. Et on fait le tour comme ça. Bon, ici, il y a des trous de poteaux aussi. Donc, il y a une palissade. Ici, on voit des trous de poteaux. Là, il y a un escalier. Enfin, tout ça, c'est un plaisir parce que là, c'est sans fouiller, on voit tout. Ça, c'est rarissime. Et donc, après, on essaye de restituer. Puis, ça donne quelque chose dans ce style-là, quoi. Hein. Bon. Je n'y étais pas, hein, mais enfin, ça devait pas mal ressembler à ça quand même. Hein. Bon, voilà. Alors après, dans ma thèse, j'avais signalé un site qui était le plus petit que j'avais trouvé, 8 mètres de diamètre. Alors j'ai dit, j'aimerais quand même bien un jour fouiller celui-là parce qu'il est tellement petit qu'on se demande comment ils ont pu mettre un château dans un cercle de 8 mètres de diamètre, quoi. Bon. Et donc, on a fouillé. Alors, ça m'a amené à travailler donc sur Allemagne en Provence. Et Allemagne en Provence, j'y suis, c'est la 11e année cette année. J'y suis pour assez longtemps parce que il y a plusieurs sites. Il y a le Castelet, la Moute, Saint-Marc et Notre-Dame. Alors, pour l'instant, j'ai fouillé la Moute, que je vais vous montrer maintenant. J'ai fouillé le Castelet, mais ça, je ne vous en parlerai pas parce que c'est une autre histoire. Enfin, ça a un rapport direct avec ma recherche, mais la Moute ayant été abandonnée vers 1025, je pensais que ça s'était déplacé là. J'ai dit, je vais aller voir quand est-ce que ça commence. Ça devrait commencer à peu près à ce moment-là, pas du tout. Là, c'est 13e, 14e siècle et ça a donné autre chose. Bon. Autre chose de très intéressant, mais aucun rapport. Bon, voilà. Il y a un épisode de la guerre de 100 ans très intéressant là. Et donc, sûrement que la Moute s'est déplacée à Saint-Marc, qui est l'ancien village qui a dû descendre dans la vallée, puisque le village actuel est là, probablement au XIVe ou début du XVe siècle, comme ça s'est beaucoup fait en Provence, partout. Hein, bon. Et puis, il y a un autre site qui est Notre-Dame. Donc, je vais vous montrer la Moute, et puis je vais vous montrer Notre-Dame, puisque c'est celui-ci qu'on est en train de fouiller actuellement. Donc la Moute est ici, ça domine la vallée. La vallée, au fond, là, il y a Saint-Martin-de-Brome. Dans le dos, vous avez Riez, hein, voilà. Et c'est donc sur le Valençol est là à droite. Et donc ici, c'est là. Le village d'Allemagne en Provence, c'est par là. Bon. Déjà, alors,
bon, faut dire que j'ai toujours de la chance, c'est comme ça, faut faire avec. Parce qu'on ne peut pas fouiller un site comme ça en disant « Ah bah tiens, ça devrait être intéressant, on va aller le fouiller ». Donc j'avais expliqué que c'est parce qu'il est petit, etc. Puis comme il y en a plusieurs, ça serait intéressant de voir comment ils se succèdent, bon, s'ils sont concurrents ou pas, voilà. Et j'ai dit « Je vais faire un sondage ». Et on verra s'il y a un niveau archéologique, déjà c'est bien, et puis si on peut dater ce niveau archéologique, on verra si on fait des fouilles. Je fais un sondage de 2 mètres sur 2 mètres, et j'ai trouvé 5 monnaies dans un niveau d'incendie, et des monnaies de l'an 1000. Bon, alors là c'était du gâteau. Et donc, comme il y a eu un incendie, alors là vous voyez c'est le mur d'une maison, en fait une maison en terre et en galets. Et on a trouvé des graines, puisqu'il y a eu un incendie, tout ce qui est brûlé, alors soit est réduit en cendres, ben, n'en parlons plus, soit c'est carbonisé, et ça ne pourrira plus jamais. Hein, le charbon de bois, par exemple, ne pourrit pas. Bon, donc on a ramassé toutes les graines, alors on a fait des petits carrés de 50 cm par 50 cm, il y a des ficelles partout, c'est diabolique à faire, mais au moins, alors il y a une étude qui a été menée par une spécialiste du Muséum d'histoire naturelle de Paris, qui a donné vraiment des renseignements extraordinaires sur l'alimentation, l'agriculture, etc. Voilà. Donc, même chose, ici, je vous explique ce qu'on a trouvé d'abord. Enfin, sur le dessus, parce qu'il y a autre chose en dessous. Une grande maison qui n'est pas sans rappeler celle de Niozelle de tout à l'heure, qui fait à peu près les mêmes dimensions d'ailleurs. C'est une maison en bois et en terre, alors qu'à Niozelle c'était en pierre, avec ici un foyer, puis des silos, voilà. Bon. Avec un fossé. Alors très souvent, hein, c'est le cas à Venelle, ils se mettent sur un relief, sur l'extrémité d'un relief, en hauteur, et ils coupent en creusant un fossé. Celui de Venelle, il est vraiment magnifique parce qu'il est ça fait à peu près un tiers de cercle, mais on voit qu'il est courbe. Alors qu'habituellement, paf, il tirait tout droit, et puis bon. Voilà la maison. Alors, comme elle a entièrement brûlé, on a la base des murs, pas de fondation, directement une structure en bois au sol, et puis après ils mettent des pierres dessus. Ça fait un peu, si vous voulez, comme les maisons à colombage, hein, qu'on voit à droite à gauche. Bon. Sauf que là, il y a 2 colombages parallèles, si vous voulez, et entre les deux, c'est bourré de terre. Voilà. Et donc, ça a brûlé par chance, enfin par chance, pas pour ceux qui étaient dans la maison, mais pour l'archéologue, puisque ça a brûlé, le mur est tombé. Ils ont enterré le site, ils sont partis. Donc nous, on a tout retrouvé par terre, tel que c'était le jour de l'incendie. Bon. Et, bon oui, ça devait, vous voyez, c'est pas grand-chose, hein, c'est une petite maison. Alors, le foyer est ici. Vous voyez ça, là ? Au départ, je me demandais ce que c'était, évidemment, et on s'est vite aperçu que c'était quelque chose en bois avec des assemblages, c'est de l'ébénisterie, c'est un meuble. Et en fait, c'est les 2 pieds d'un coffre. Jusqu'à présent, c'était officiel, les coffres n'avaient pas de pied au moment de l'an 1000, ils étaient tous avec un tout petit pied comme ça, ben là non, voilà, bon. Et l'assemblage de bois, c'est très curieux parce que c'est des méthodes d'assemblage qu'on trouve en Afrique du Nord, à des époques récentes, dans des coffres kabyles par exemple. C'est comme ça, bon. Et donc, ici, il y avait comme une espèce de... Au départ, j'ai cru que c'était une espèce de bouse, genre bouse de vache. J'ai dit ça doit être à tous les coups une espèce de cage où il y avait un animal qui allait mettre bas, ils l'ont mis dans la maison pour eux, hein, bon. Et donc on dirait de la bouse. Et comme au CNRS, vous savez, il y a des gens qui travaillent sur tout, et là, il y en a un, lui, il travaille sur les crottes et les bouses, et il fait que ça, lui, bon. Je lui ai amené ça, au premier coup d'œil, il m'a dit ça n'a rien à voir. Il m'a dit c'est pas du fumier, rien du tout. Bon. Et en fait, c'est une pâte à pain qui était en train de lever au moment de l'incendie. Elle était posée sur le meuble, et quand tout ça s'est effondré, elle est tombée par terre entre les 2 pieds, pile au milieu entre les 2 pieds, et c'est une pâte de céréales. On ne sait pas quelle céréale, on n'a pas trouvé.
on a encore des échantillons, mais pour l'instant, on n'a pas trouvé de grains d'amidon qui pourraient nous permettre de savoir de quel céréales il s'agit. Voilà le meuble en question. Ici, c'était la pâte à pain. Donc ça veut dire que le meuble passait dessus, donc c'est tombé d'abord et le meuble est tombé après. Ça donne, voilà, c'est une restitution alors qui se sert d'autres coffres qui ont été trouvés ailleurs. On en connaît 3 ou 4 seulement pour l'an 1000, mais enfin, on en connaît quand même. Hein. Donc en prenant les éléments des uns et des autres, ça devait être quelque chose qui ressemble à ça. Par contre, j'ai trouvé ça en plein milieu de la maison, ça me paraissait bizarre, parce que dans des constructions en bois, en terre et tout, un beau chapiteau comme ça, ben en fait, voilà l'explication. Ils ont dû piquer ce chapiteau quelque part, soit dans une église en ruine, ou soit dans un chantier de construction d'une église, j'en sais rien. En tout cas, ils l'ont récupéré, c'est connu dans l'Antiquité aussi, hein, et ils ont fait un beau mortier avec. Donc ici, on retrouve les mêmes pots qu'à Niozelle, c'est exactement les grands classiques. Ici, donc un couteau, genre couteau de boucherie, une clé. Ah, ça c'est important. C'est un petit, vous voyez, ça fait 2, 3, 4, 5 cm, ça fait 5-6 cm. C'est une curette pour débourrer les socs d'arrière. C'est-à-dire que quand on tire, quand on laboure, il y a un moment où si ça colle trop, le soc sort et on peut plus, ça marche plus. Et donc, au bout d'un bâton, il y a cette petite curette qui permet de nettoyer. Ça s'est utilisé alors jusqu'à l'arrivée des tracteurs. Hein. Donc on en trouve encore dans les fermes, bon, mais plus gros quoi. Par contre, dans la maison, des éperons de cavalier, on a la paire plus un autre. Flèche. Alors les carreaux d'arbalète ont été trouvés plutôt dans les niveaux de destruction de la maison, c'est-à-dire que visiblement c'est quand même une bagarre qui est à l'origine de cet incendie. Une hache d'armes. Si vous regardez la tapisserie de Bayeux, vous allez voir, les bûcherons ont des cognets qui sont pas les mêmes, et les soldats ont ce type de... C'est pas spécialement viking ou normand, hein, c'était répandu partout. Hein. Les monnaies, alors vous voyez O, 2T, O, c'est Otto, c'est Othon, l'empereur, enfin Othon 1, 2, 3, les empereurs germaniques autour de l'an 1000. Officiellement, théoriquement, la Provence dépendait à ce moment-là de l'empire germanique. Ça, c'est un denier de Limoges. Alors ça m'amuse beaucoup. C'est une monnaie de Vespasien. Donc Vespasien, c'est 69-79, qui était dans la maison. Alors elle a dû être trouvée quelque part du côté de Riez peut-être. Enfin, il y a du gallo-romain partout là, dans ce coin-là. Et dans les fouilles de Riez, ils n'ont jamais trouvé une monnaie d'argent. Alors que nous, on fait du Moyen-Âge, on en trouve une. Bon. Enfin, je précise qu'ils en ont quand même trouvé une en or. Hein. Bon. Moi, je risque pas de trouver en or, puisque à cette époque-là du Moyen-Âge, il n'y avait pas de monnaie d'or. Il n'y avait que des monnaies d'argent. Alors, le mur de la maison qui est tombé, où il y avait le coffre et tout, c'est ça. Et puis, comme je voyais qu'on n'était pas sur le substrat, sur le sous-sol, on a fait une tranchée, et évidemment, 2 jours avant la fin, on trouve le haut d'un mur. Et donc, en dessous, il y a autre chose. Alors oui, pourquoi ça faisait que 8 mètres de diamètre? Parce qu'ils avaient comblé, ils avaient enterré. Donc, comme c'est un cône, plus vous montez, plus c'est étroit. En réalité, c'était petit quand même. La maison que vous avez vue, elle était sur un terre-plein qui faisait 12 mètres de diamètre. Bon. Ensuite, il y a un site en dessous qu'ils avaient, eux, alors là, démonté intentionnellement, ça se voit, parce qu'ils ont enlevé, il n'y avait pas tellement de mobilier, etc. Bon. Ils ont enterré le tout sous 2,30 mètres de terre et de galets, qu'on a eu le plaisir d'enlever, évidemment. Enfin là, on prend une pelle mécanique, hein, parce que eux, ils l'ont fait à la main, par contre. Hein, alors là, je dis respect. Hein. Bon, et voilà donc une tour qui était construite en pareil que pour la maison, c'est-à-dire terre, bois et pierre et galets. Alors, en fait, ça a l'air d'être en mortier de chaux. Alors, c'est du mortier de chaux, mais en réalité, c'est de la chaux accidentelle. C'est-à-dire que ça a tellement brûlé fort
à l'incendie que ça a produit de la chaux, puisque la chaux, c'est du calcaire brûlé. Mais en réalité, c'était pas construit comme ça au départ. Et donc, vous voyez ici un grand bâtiment en bois. Et ici, il y a des trous. Et on va voir le plan. Voilà. Vous voyez le grand bâtiment en bois ici, avec un foyer. Alors là, on a trouvé même du poisson, des os de poisson, etc. Ici, donc, la tour. Et là, vous voyez cette ligne, cette double ligne de gros poteaux. En fait, c'est très certainement une galerie suspendue, hein, avec un escalier, mais certainement une échelle escamotable, mais ça, j'en ai pas la preuve, à l'entrée ici, et on montait à l'étage pour accéder à la tour, directement à l'étage, puisque une tour n'a jamais de porte en bas, hein, parce que c'est trop dangereux, quoi. Donc voilà comment on restitue la chose. Là, c'est même remarque que tout à l'heure, le plan est rigoureusement bon. Après, la hauteur, etc. Alors vous voyez donc cette galerie-là. Voilà. Et ici, il y avait un petit sentier qu'on a très bien vu, c'est-à-dire les gens qui menaient les activités domestiques venaient directement dans cette maison et ils coupaient directement, ils ne passaient pas là, évidemment. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là? Ça, très important. Alors ça, c'est ils travaillaient beaucoup des os ou beaucoup du bois de cerf aussi. Ça, c'est fait dans du bois de cerf. C'est un cordier, en fait. C'est un instrument à cordes. Un instrument à 3 cordes. Vous voyez, la guitare, c'est le petit système qui sert à attacher les cordes. Donc ça tient en bas de l'instrument et les 3 cordes partent, voilà. Donc la musique, ce qui n'était quand même pas quelque chose qui était pratiqué chez les paysans, enfin pour le peu qu'on en sache. Ici, c'est un bois de conte. Le type, il a marqué quelque chose, il a compté quelque chose. Quoi, on n'en saura jamais. Et il jouait. Ça, c'est un des plus beaux pions de tric-trac qu'on connaisse. Hein. Bon, il y en a d'autres ailleurs, mais enfin, quand même, celui-là, il est magnifique. Hein. Et vous savez en quoi il est? Il est en os de baleine. Ouais. Des baleines, il y en a en Méditerranée. Hein. Mais à Allemagne-en-Provence, il n'y en a pas. Donc, ça a été fabriqué, acheté, etc. Enfin, c'est déjà du luxe, là. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'ils mangeaient? Ah ben là, majoritairement du cochon, puis mouton, puis de la vache, etc. De l'anguille, de la truite, de la perche et du verron. Alors, il est possible que le verron soit arrivé dans le ventre de la perche. Hein. Mais autour du foyer, on a trouvé ces petits os de poisson. Donc il y a des spécialistes qui s'occupent de ça. En général, le poisson se mangeait plutôt pendant le carême. Hein, donc voilà. Donc il y a eu un carême à cette époque-là, mais enfin, on savait déjà. Les céréales qu'on a trouvées, hein, orge, seigle, blé, millet, avoine. Des légumineuses, le pois chiche. Alors là, le pois chiche en Provence, ça c'est la base. Hein. Donc beaucoup de pois chiches. De la gesse et de la févrole, ça se mange plus ici. La févrole, ça se mange encore en Inde. Ça a un inconvénient, c'est qu'à trop forte dose, c'est toxique. Mais voilà. Et puis du lin et du chanvre, ça c'est pour les tissus, évidemment. Hein. Mais enfin, vous voyez ce qu'un incendie conserve et les études que l'on fait, que les spécialistes font. Moi, j'y connais rien. Moi, je me contente de repérer qu'il y en a. Après, on se met d'accord sur les modes de prélèvement et ils se débrouillent. Hein. Après, c'est plus mon affaire. Enfin, c'est mon affaire puisque c'est moi qui expose les résultats après. Voilà. Alors, la Moute, voilà. Et maintenant, on fouille Notre-Dame. Alors, Notre-Dame, là, c'était l'inverse. C'est toujours sur la même commune. C'était vraiment gros, quoi. Hein. Alors, on est toujours sur la même vallée. Simplement, ce site de Notre-Dame, en réalité, dans les textes, parce que là, il y a des textes qui est quand même rare. Il y en a un petit peu pour le Castellane, enfin, pour Venelle, pas pour le Castellane. Il y en a, mais... ça, ici, c'est Saint-Martin-de-Brome. Et en réalité, le site qu'on fouille actuellement, il est sur Allemagne-en-Provence, mais en réalité, c'est l'ancien château, l'ancien castrum de Saint-Martin-de-Brome. Donc là, il y a une église.
qui est en ruine, mais qui est encore là, donc il faut qu'on la consolide avant de la fouiller, parce que là, c'est trop dangereux. Un grand fossé qui fait une vingtaine de mètres de large. À la Moute, le fossé, il faisait 7 mètres de profondeur. Là, il fait certainement entre 7 et 10 mètres de profondeur. Pour l'instant, il est largement comblé, mais on le voit très nettement. Et donc, moi, je travaille sur la butte, ici, et j'ai une collègue qui est maître de conférence à l'Université de Rouen, mais qui a fait sa thèse ici sur Fort-Calquier, qui s'occupe d'un habitat qu'on avait repéré. Enfin, on avait vu quelques anomalies, on a sondé, effectivement, c'est ça, il y a un habitat ici. Donc un village. Alors que les textes ont l'air de dire que fin du XIe, il n'y a plus rien, le village, il dure, et même le site ici, il dure jusqu'à la deuxième moitié du XIIe siècle. Donc il faut faire attention au texte. Ça se préoccupe de certaines choses. En général, quand il y a un texte, c'est qu'il y a soit une donation, soit un problème, un conflit. Ben, s'il n'y a pas de donation, s'il n'y a pas de conflit, ben, il n'y a pas de texte. Hein. Voilà, c'est simple. Donc on fouille ça là-haut. Et là, alors, voilà, quand on arrive, c'est la forêt. Après, on fait un peu propre. Hein. Ah ben, on coupe les arbres, hein, ça... bon. Mais le développement durable, c'est pas contraire au développement durable. Puisque les arbres, ça repousse. Le pétrole, ça repousse pas. Les arbres, ça repousse. Soit dit en passant, alors les photos de 1943, les photos américaines, on s'en sert énormément, évidemment. Et là, on voit qu'en 1943, c'était une oliveraie. Et actuellement, c'est une forêt de chênes. Donc les chênes ont été plantés dans les années 50. Et les oliviers sont toujours là d'ailleurs. De temps en temps, parmi les chênes, il y a des oliviers. Alors, ils n'ont pas l'air d'apprécier trop la présence des chênes parce qu'ils sont tout chétifs. Mais enfin, voilà, bon. Donc, on nettoie. Alors ça, c'est l'église. Ben, vous voyez, il n'y a plus de toit. Hein, bon. Voilà. Elle est mentionnée dès le XIe siècle, mais enfin, au XIe siècle, elle n'était sûrement pas dans cet état-là. Il y a eu plusieurs réfections, agrandissements, etc. Bon, voilà. Alors voilà, ce qu'on trouve d'abord, puisque là aussi, il y a plusieurs sites les uns au-dessus des autres, mais toujours pour le Moyen-Âge. Hein. Donc là, il y en a 3, pour l'instant. Hein. Donc ça c'est le premier site. Alors vous voyez les trous là, c'est des trous de poteaux. Alors c'est pas très parlant comme ça, donc je vous mets. Vous voyez les poteaux là en noir, hein, ce sont les poteaux. Là ce sont la cendre. Ça c'est ce qui a brûlé parce que là il y a une maison en bois et en terre qui a brûlé. Donc ça donne un peu de couleur au sol. Bon. Et donc voilà la restitution. Alors on ne sait pas très bien comment ça fermait. Enfin là, ça devait fermer comme ça. Mais en tout cas il y a une maison. Hein. Et on trouve quoi là? On trouve que ce sont des soldats, parce qu'il y a des armes, parce qu'il y a des instruments agricoles, il y a du jeu de tric-trac, donc c'est pas le paysan de base, quoi. Bon, puis de toute façon on voit bien que c'est une espèce de petit fortin, quoi. Alors le fossé est ici, hein, et puis il y a une palissade en bois et une maison. Bon, il y a un moment, cette maison brûle, ils en ont refait une là, et puis ça a été abandonné, puis c'est fini. Mais c'est fini. Quand ça finit, ils enterrent. Pourquoi? Ça. Et donc, vous voyez, le sol que vous venez de voir, il est là, mais il y a autre chose en dessous, là. Bon. Donc on a été voir, et quand on descend, là, vous voyez apparaître quelque chose, là, vous voyez? Et ça, alors là, une tour hexagonale. Pour l'instant, je ne connais, pourtant je cherche, hein, j'ai cherché auprès des Allemands, des Italiens, etc. Heureusement, il y a les Belges. Il y a un exemple en Belgique, c'est au château de Godefroy-de-Bouillon. Il y a même dimension, même plan. Il y a un ancien petit château comme ça, avec une tour polygonale, ce qui devait... Alors ça, c'est strictement contemporain du site que vous avez vu avant, avec la tour carrée. Bon, 2 gros poteaux au milieu, puis des poteaux un petit peu partout là qui devaient soutenir un plancher, et puis il y avait un étage forcément. Et parce que ça c'est la photo de l'année dernière. Cette année on a fouillé ici et on a trouvé là les petits appentis domestiques qui vont avec. Les voilà. Donc vous voyez, ici, un tout petit appentis. Alors, c'est une tranchée, en fait, c'était des murs en terre. Donc ils ont fait une petite tranchée, ils ont construit les murs en terre, puis les murs en terre, ils ont fondu au cours du temps. Et donc il y a des foyers. Alors vous voyez
le foyer, il prenait pratiquement toute la place là-dedans. C'est curieux, on se demande comment il faisait pour se débrouiller là-dedans, mais enfin, visiblement, ça ne les gênait pas. Et vous voyez là, c'est le trou qui sert à caler le pot. Il y a toujours un pot à côté du foyer. Alors, est-ce qu'il mettait du sel, de la graisse? On ne sait pas. Bon. Et puis ici aussi, il y a un autre appentis avec des poteaux, des beaux poteaux, là, voilà. Avec ici, il y en a un autre en fait ici, et puis avec une monnaie d'Othon là qui traînait là par terre, qui va très bien pour la datation. Alors, au milieu de la tour, entre les deux poteaux en bois, il y avait un foyer. Donc il faisait du feu contre les poteaux en bois, ça ne les gênait pas. Il devait avoir une maîtrise de la question quand même. Et donc ce foyer, il est en cours de datation. Là, j'attends d'une semaine à l'autre les résultats, puisqu'on date la dernière chauffe par archéomagnétisme, c'est-à-dire que dès qu'on passe 600 et quelques degrés, toutes les particules de fer prennent le champ magnétique terrestre, et dès que ça refroidit, ça fige. Donc après, il y a un spécialiste qui vient, il fait des prélèvements dans l'espace de façon extrêmement précise et tout, et il mesure le champ magnétique terrestre de l'époque, et ils vont nous dire inclinaison, déclinaison, intensité, ça doit donner... Ça peut être à 10 ans près, ça peut. Bon, plus le carbone 14, etc. Et ici, il y a une palissade. On voit même l'épaisseur de la planche. Alors... on a repéré un autre bâtiment ici, mais qui en fait, je me suis aperçu après, que ce bâtiment en question, ici, il est encore antérieur. Donc, il y a encore autre chose en dessous. Et cette autre chose en dessous, il y a ce bâtiment qui en fait est une forge, parce qu'on a des choses qui viennent avec les aimants, c'est des petites, ce qu'on appelle les bâtitures, c'est-à-dire des déchets de forge. Donc là, il y a un spécialiste qui doit venir fouiller parce qu'ils ont des méthodes, etc. Bon. Mais cette année, il a eu le chikungunya, donc il ne pouvait pas être partout, qu'il a chopé à Montpellier, soit dit en passant. Et puis, vous voyez, alors là, j'ai remis j'ai resuggéré la tour hexagonale, mais c'est antérieur là. C'est à cet endroit-là. Alors là, on a 2 poteaux. Ici, on a d'autres poteaux. On a 2 silos. Pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait. Mais on ira voir l'année prochaine et dans 2 ans. Là, on va voir un peu qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais vous voyez que à chaque fois, il y a les sites sont transformés et chaque site, il ne dure pas plus d'une génération. Comme si les gens, ils cherchaient... ils tâtonnaient, quoi. Enfin, il n'y a pas de... à part Nieuzel, là où il y a le donjon, etc., où on reconnaît déjà les futurs châteaux, tandis que là, chacun bricole son truc. Bon, il n'y a pas de... Bon, là, je ne sais pas du tout quelle allure ça avait, mais il y a un sol magnifique, et la céramique est différente, c'est pas la même pâte, c'est pas le même potier, etc. Bon, voilà. Voilà le reste de la tour hexagonale, mais voilà le silo, les 2 poteaux, etc. Voilà. La forge, ça c'est le mur de la forge, en bois, avec un plaquage de terre. Ça a brûlé, il est tombé par terre. Donc là maintenant on a enlevé les poteaux, donc ils sont à la datation, évidemment, le carbone 14, là, il y a 15 BC à en prendre. Et il y a la paroi du mur qui est en dessous, et encore en dessous, on fouillera ça... quand on pourra. Donc la céramique, les trompes. Dans tous les châteaux, on trouve les trompes, c'est-à-dire il n'y avait pas de cloche, donc ça sonnait le rappel, le tocsin, tout ce qu'on veut, tout ce qui... On ne sait pas trop en fait. Donc carreau d'arbalète, petits instruments à percer le cuir, un couteau pliable, une houe, une petite serpe de vigne. Ici, c'est la première fois que j'en trouve un. J'ai toujours beaucoup trouvé des carreaux d'arbalète. Je n'arrivais jamais à trouver une pièce d'arbalète. Ça, c'en est une. On l'a trouvé cette année. C'est un bois de cerf. Ça fait 2 cm et demi. C'est petit. C'est la pièce qui retient la corde de l'arbalète. Et alors là, état neuf. Vraiment un plaisir. Donc ça, c'est des petits morceaux de flèches de jeu de tric-trac. Le tric-trac, c'est le backgammon. Ça se joue communément. Je fais des fouilles en Asie centrale, ils y jouent tous les jours. Au Moyen-Orient aussi.
Ça, ça a été trouvé au château de Mayenne. C'est la table du... Nous, on trouve que des petits morceaux. Bon, on fait ce qu'on peut. Par contre, il joue aux échecs. Ça, c'est le roi. Ça, c'est la reine. Ça, c'est la tour. Et cette année, on a trouvé ça. On dirait un chat qui rigole. Alors, est-ce que c'est un cavalier? Est-ce que c'est le fou? Je ne sais pas. Alors, justement, aujourd'hui, j'ai envoyé la photo à un spécialiste pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Voilà. Alors, oui. Ici, il y a de l'habitat. Donc, vous voyez, alors là, c'est de l'habitat qui est grand. Hein. C'est des maisons en bois. Donc, c'est dans la pente. Il taillait une plateforme et il mettait des poteaux. Voyez. Alors, donc, des silos, des poteaux. Alors nous, on va s'amuser à restituer, mettre des poutres, et puis bon, c'est très probablement des maisons sur plancher, parce que quand il y a des orages, vous savez comment c'est les orages ici, hein, donc ils ne peuvent pas vivre sur le sol directement, quoi, hein, comme ça l'eau passe en dessous. Soit dit en passant, oui, mais le silo, l'eau va dedans quand même. Je ne sais pas comment ils faisaient, on ne sait pas. Alors, venons-en à Venelle. Alors, à Venelle, aucune fouille n'ayant été faite, moi, je vais vous dire ce que je vois, c'est tout. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne vous le dirai pas, j'en sais rien. Hein. Vous avez vu que c'est tellement différent d'un site à l'autre qu'on ne peut pas s'amuser à dire « Ah ben oui, bien sûr, il y a ça, il y a une tour, etc. » Une tour, c'est probable, bien sûr. Hein. Donc vous voyez, le site, je suppose que comme vous êtes d'ici, vous voyez où c'est, la position est assez caractéristique à l'extrémité du massif de la Trévaresse, quoi, hein. C'est le dernier relief le plus proche du passage là, d'Aix à la vallée. Alors en fait, la butte est là. Mais si on regarde bien, et donc quand on était chez monsieur là, il y a du ramassage qui a été fait de céramique, où on voit qu'il y a de la céramique médiévale, mais il y a aussi de la céramique de l'âge du fer. Nos ancêtres, les Gaulois, c'était là. Et donc, ici, là, il y a une enceinte en pierre. Il est très probable que ça soit une enceinte proto-historique, c'est-à-dire une enceinte de l'âge du fer. À tous les coups, c'est ça. Hein. Bon. Et puis, donc, ce petit site médiéval, alors, en fait, le fossé, il est comme ça, hein. On voit la butte. Alors, j'avais fait le relevé donc, dans ma thèse, il y a déjà longtemps. Et donc, vous voyez le fossé. Il y a un petit cabanon, là. Et puis, il y a la butte, là. Ça fait un mètre entre chaque courbe. Ici, il y a de l'habitat. C'est presque sûr, puisqu'il y a un silo. Ça, c'est le fossé. Vous voyez, la butte est ici, là, et puis le fossé est là. Hein. Alors, ce qu'on voit, vous voyez, là, il y a des garages, là. Je ne sais pas si c'est M. Abel qui m'a emmené là. Hein, bon. Ce qu'on voit, donc, il y a un silo derrière le fossé, mais on va en parler après. Vous voyez le mur ici? Celui-là, il est net. Le sol est là. Vous pouvez aller voir, hein? Moi, j'ai rien inventé, ça se voit. Enfin, ça se voit quand on a l'habitude. Mais vous voyez bien que ici, quand on est devant, on voit bien que ça, c'est le rocher. Et que là-haut, il y a des caillasses qui sont un petit peu en vrac, etc. Il y a de la terre un peu grise. Ça, c'est tout à fait caractéristique. Ce mur, il est orienté nord-sud. Bon, voilà. Alors, on sait que dans ce coin-là, dans toute cette zone, il y a eu des tombes qui ont été trouvées. Hein. Donc, il est possible, il est même vraisemblable, mais c'est que vraisemblable, que ça soit le mur de l'église Saint-Pierre. C'est-à-dire, je me fie à l'orientation et à la présence de tombes dans le coin. Voilà. Mais tout ça, alors, on fait des hypothèses comme ça, et puis après, on vérifie. Ou on ne vérifie pas, tout dépend ce qu'on fait après, mais voilà. Donc, en tout cas, ici, on voit bien que quand cette route-là, enfin, où ces bâtiments ont été faits, alors là, ça a tout défoncé, quoi, ça c'est sûr. Et derrière le garage, justement, il y a ce fameux trou-là, la grotte, là, j'ai vu des articles qui parlent de grotte, c'est tout à fait un silo, un beau silo, hein.
Bon, mais c'est tout à fait caractéristique, quoi. Hein. Et donc, on peut assez facilement imaginer qu'il y en a plusieurs. Hein. Il peut y en avoir même une dizaine, une quinzaine. Des fois, on en trouve vraiment. Hein. C'est un silo. Ça servait à stocker les céréales. Alors, le principe, c'est on le remplit, on ferme. Et donc, il y a une fermentation qui se fait, qui produit du gaz carbonique, paf, qui tue toutes les bactéries et tout, et ça conserve. Voilà. Donc, ça marchait bien, puisque dans tout le Moyen-Âge, on en trouve partout. Donc, voilà, c'était... Et on voit même, donc ça, la photo, je ne sais pas qui est-ce qui l'a faite, enfin c'est vous qui me l'avez passée. En tout cas, on voit même la fermeture. Alors là, c'est une fermeture exceptionnellement magnifique. Hein. D'habitude, c'est un peu quand on trouve la fermeture, ce qui est rare, c'est plutôt des espèces de loses mises comme on peut, puisque là, on voit même une bouche rectangulaire, quoi, avec les pierres qui sont dont une au moins est tombée depuis, mais enfin, c'est magnifique, quoi. Puis j'ai mis ça pour la fin, pour vous dire, faut pas, je casse un peu les mythes peut-être, mais ça a été trouvé dans le coin, je ne sais pas où. Hein. Donc c'est une pierre. C'est là aussi. Voilà, c'est à côté, voilà. Mais comme il y a une église, il y a un cimetière. Bon, alors là on a 1625, et puis ça c'est I, 3 points, P. Ben oui, on l'a jamais fait. Vous avez bien fait de venir. Parce que ça, c'est in passé. Ça veut dire qu'il repose en paix. Ça peut être aussi un R, parce qu'on voit qu'il y a une barre là qui est un peu creusée. Oui. Là sur le côté. Si on veut. Bon. On peut vous voir. Il faudrait faire des photos en lumière rasante. Mais c'est assez. Je dirais pas banal, mais enfin assez commun, quoi. Hein. Bon. Oui, voilà, oui. Qu'il repose en paix, quoi, voilà. Hein. Et les 3 points, ça veut dire... Oui, ça veut dire c'est abrégé. Je te préviens, c'est abrégé. Voilà. Enfin, on s'en doute un peu quand il n'y a que 2 lettres. Voilà. Donc, si vous voulez en savoir plus, c'est là-dedans que je parlais du Castelas. Et puis ça, c'est la fouille de la Moute avec toutes les graines et machin, tout ça là. Ça, c'est paru début 2015. Bon, ça, c'est paru en 2008. C'est édité par le ministère de la Culture. Ça aussi, d'ailleurs, c'est financé. Tout ça, c'est le ministère de la Culture qui paye. Donc, c'est vos impôts, enfin nos impôts qui payent. Vous voyez qu'ils sont parfois bien utilisés quand même. Je vous remercie de votre attention. Et je réponds à vos questions, bien sûr. On va donner les micros. Tu peux parler fort, oui. Oui, mais on peut, oui. Juste sur, avant Venelle, sur l'exemple, là, il y avait 3 strates. Oui. En épaisseur, ça fait combien Ça dépend, mais là, ça fait 40-50 cm. 40 à 50. Mais parfois, ça peut faire 2 mètres. Ça dépend. Et les silos, ils sont faits en terre, ils sont creusés. C'est creusé dans le sol. C'est creusé dans le sol, alors. Je veux dire, en hauteur, ça fait combien Le petit d'Allemagne en Provence, il fait 1 mètre cube. Il est comme ça, c'est petit, puisque celui-là est gros, mais ça peut être plus gros encore. Hein. Donc ça peut faire plusieurs mètres cubes. Hein. Ça peut faire 2-3 mètres de profondeur. Hein. Là, ça nécessitait pour aller dans le fond. L'échelle. Voilà, oui, c'est vraiment dans le sol. Alors, parfois, c'est un petit peu maçonné sur les parois, mais bon. Là, on dirait qu'il y a comme pas un enduit, mais enfin, ça ferait faire des analyses, mais c'est peut-être qu'il a servi longtemps et qu'il y a des matières qui ont diffusé dans la terre. Voilà. Oui. Oui, vous parlez des fossés, ça servait à quoi? Ils s'étaient raccordés comment? Ah ben, se protéger, raccordés à rien, c'était des fossés... C'était un peu de protéger non, c'est des fossés secs, hein. Ah ben oui. Où vous allez prendre l'eau, là? Il n'y en a pas, hein. Alors, il y a la question de l'eau aussi. Comment ils faisaient? Il n'y a pas de citerne. Les citernes, on en trouve dans l'Antiquité. Après, au Moyen-Âge, on en trouve, mais pas avant le... fin du XIIe, début du XIIIe et encore. Donc non, ils allaient chercher l'eau, il y avait
gens qui allaient... Il y a une source juste en bas. Oui, voilà, c'est fréquent. Ils allaient à la source et puis voilà. Hein. Comme ça se fait encore dans l'Atlas marocain aujourd'hui, les femmes vont chercher l'eau. Avec ou sans bourricot. Ouais. Donc, c'est pas que ça leur manquait pour se laver, je pense pas. L'eau, c'est il faut toujours qu'il y ait une source pas loin. Mais le fossé, lui, en fait, systématiquement, il est creusé du côté le plus exposé à l'accès, donc du côté sur le plateau. Sur le plateau, c'est très facile d'arriver. Donc on creuse le fossé, parce que quand il fait plusieurs mètres de profondeur, celui qui veut passer, déjà, quand c'est celui qui est dedans, qui le voit arriver, s'il ne veut pas qu'il vienne, enfin, c'est pas des forteresses inexpugnables non plus. Hein. Il faut dire que les batailles, ça devait être entre quelques-uns. De par la configuration des lieux, on peut estimer le nombre de personnes à peu près qui